Donc, bonjour à tous, donc on va commencer. Effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de l'origine des produits et essentiellement du Made in France, puisque c'est un sujet assez essentiel dans votre développement à l'international. Alors là j'ai vu son perdu, est-ce que c'est toujours OK pour vous? De retour, OK. Alors je me présente, Joanna Puma, je suis juriste à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, dans un service Inforeg, qui est un service composé de juristes qui accompagne les entreprises à la fois sur le droit national et sur le droit international. Ce qui peut vous intéresser pour vous, sur la partie internationale, on peut accompagner les entreprises sur des questions de facturation de TVA, par exemple, à l'international, sur des questions de droit de douane ou de procédure douanière en général. Également sur des questions de contrats commerciaux, si vous avez un souci sur un contrat, si vous avez besoin d'accompagnement sur une relecture de contrat. Et également sur toutes les questions de normes produits, essentiellement les normes européennes, qui varient d'un produit à l'autre. Donc, sur l'origine des produits, l'objectif en assez peu de temps finalement, c'est d'appréhender les règles juridiques pour en faire un atout dans votre développement international. On va décomposer cette séance en deux points essentiels. Tout d'abord, c'est déterminer l'origine de vos produits, ce qui va vous permettre à vous d'apposer le marquage Made in France, par exemple, sur votre produit. Et ensuite, de prouver l'origine de vos produits. Comment on prouve l'origine de son produit? Alors, tout d'abord, la notion d'origine ne doit pas être confondue avec certaines autres notions qui sont finalement assez proches, à savoir la provenance. Effectivement, le bien, le produit peut provenir par exemple de Chine, s'il part de Chine, il peut provenir d'Italie, mais ça ne signifie pas que le produit a forcément l'origine de ce pays-là. Donc, pas confondre l'origine et la provenance. C'est pas parce que vous importez par exemple du textile de Chine qu'il a forcément l'origine Chine. Et également, ne pas confondre avec le statut douanier du produit. Le statut douanier, c'est par exemple si vous allez importer d'un pays tiers un produit en France, au bureau de dédouanement, au bureau de douane d'entrée sur le territoire français ou européen, la marchandise va ensuite être dédouanée. C'est pas parce que le produit est en cours de dédouanement qu'il obtient d'office l'origine France, par exemple, si vous l'importez en France. Donc, vraiment pas confondre ces notions-là. Et enfin, le Made in, aussi, on va voir que le Made in, c'est le marquage de l'origine du produit sur le produit. Donc, pour pouvoir le marquer Made in France, il faut s'assurer en amont que le produit a bien l'origine France. Donc, tout l'intérêt aujourd'hui du sujet. Et enfin, ne pas le confondre également avec les indications géographiques. Donc ça va être, par exemple, au sein de l'Union européenne, on parle d'appellation d'origine protégée. En fait, là, le bien peut avoir une appellation d'origine protégée en fonction de la zone géographique où il est conçu, par exemple. Donc ça, c'est essentiellement pour les produits agricoles, viticoles, voilà, les produits finalement d'origine végétale essentiellement, qui ont justement, ou d'origine animale, qui ont cette appellation d'origine qui est propre finalement à une zone géographique bien précise. Ça peut être une région, en France par exemple, et là on n'est plus sur les règles d'origine et sur le Made in en général. Donc, une chose importante, c'est distinguer l'origine non préférentielle et l'origine préférentielle. Il faut savoir qu'une marchandise a obligatoirement une origine non préférentielle. C'est un peu la nationalité de la marchandise finalement. L'origine non préférentielle, on va voir qu'elle est déterminée par des règles précises. Quant à l'origine préférentielle, une marchandise n'a pas forcément une origine préférentielle, contrairement à l'origine non préférentielle. Elle a une origine préférentielle dès lors qu'on est dans le cadre d'un échange entre deux pays dont les rapports sont régis par un accord commercial. Typiquement, on a un accord commercial, par exemple un accord de libre-échange avec le Japon, qui est entré en vigueur récemment, au 1er février 2019, également avec le Canada. Ces accords prévoient un traitement préférentiel de la marchandise dès lors que la marchandise a l'origine préférentielle France, Italie ou un autre pays membre de l'Union européenne, et la marchandise a aussi l'origine japonaise, par exemple. Donc, dans ces échanges-là, si le produit a l'origine d'un de ces pays, on lui accorde un traitement préférentiel
qui se traduit par la plupart du temps par une réduction des droits de douane, voire une suppression des droits de douane. Donc chaque produit n'a pas forcément cette origine préférentielle. Ça dépend forcément des accords de libre-échange qui s'appliquent en vigueur. Donc on va différencier ces deux points. Sachez simplement que pour le Made in, ce qui compte pour vous, c'est de connaître l'origine non préférentielle. En revanche, l'origine préférentielle a un véritable atout dans votre développement à l'international, puisque l'origine préférentielle va vous permettre d'être plus concurrentiel que certaines entreprises dans d'autres pays, puisque en vertu de l'accord de libre-échange, vous avez cette origine préférentielle qui vous permet d'exporter votre produit en bénéficiant d'une réduction des droits de douane. Donc votre importateur à destination ne va pas payer des droits de douane. Donc ce qui vous donne un avantage concurrentiel assez important. Inversement, si demain vous voulez vous fournir auprès d'un fournisseur japonais, canadien, mexicain, donc des pays avec lesquels on a un accord de libre-échange, si la marchandise a bien l'origine japonaise, canadienne ou mexicaine par exemple, vous la faites importer en France. Si votre produit est concerné si le produit en l'occurrence est concerné par l'accord de libre-échange, vous pouvez ne pas payer de droits de douane. Donc ce qui est plutôt important et plutôt bien pour vous. Donc une fois qu'on a fait cette distinction de notions, n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur certaines notions, mais on va les détailler un peu plus dans ce webinaire. Alors la partie 1, on va voir l'origine non préférentielle, ensuite l'origine préférentielle et le marquage de l'origine Made in, le Made in. Donc l'origine préférentielle, donc ce que je vous disais, c'est que toutes les marchandises, peu importe le produit, il a forcément une origine non préférentielle. Retenez que c'est la nationalité de la marchandise. Il faut différencier la détermination de l'origine non préférentielle dans le cadre d'échanges avec les pays membres de l'Union européenne et dans le cadre d'échanges avec des pays tiers à l'Union européenne. Il y a deux cas. En amont, il faut que je vous précise que pour l'origine non préférentielle, vous trouverez ces règles dans le Code des douanes de l'Union européenne, dans les règlements d'exécution et les actes délégués de l'Union européenne. Donc, ce sont des actes produits par l'Union européenne dans lesquels vous allez avoir l'ensemble des règles. Alors ça se présente d'une certaine manière. Vous allez avoir le code douanier de votre produit et vous allez avoir la règle qui s'applique à ce produit. Je vais revenir dessus, juste pour que, si vous n'êtes pas encore vraiment familiarisé à l'export ou des notions de code douanier, il faut savoir juste que le produit a trois éléments essentiels, trois caractéristiques essentielles. Toute marchandise a ces éléments, qui sont les suivants. Le code douanier du produit, c'est-à-dire que à l'import, à l'export et même dans les échanges intracommunautaires, on ne parlera jamais par exemple d'ordinateur ou de portable ou de pantalon. On va parler en code douanier. Ce code douanier est à 10 chiffres. Il faut savoir que les 6 premiers chiffres, ils sont communs à l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, donc à 180 pays. Donc généralement, quand vous échangez avec un pays, par exemple avec la Chine, avec le Japon, avec l'Argentine, vous avez un code douanier qui sera le même. En tout cas, les 6 premiers chiffres seront les mêmes. Et c'est essentiel pour faire de l'import-export, ces 6 premiers chiffres. C'est ce qu'on appelle le code SH, le système harmonisé. Les 2 chiffres suivants, donc le 7 et le 8, sont des chiffres qui sont communs à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et les 2 derniers chiffres, donc le 9 et le 10, sont des chiffres qui concernent uniquement la France. Mais dans les échanges à l'international, on retient les 6 premiers chiffres, d'où le code SH, le SH code. Donc c'est le code douanier de votre produit. On retient ça. Donc ça, c'est un des éléments principaux du produit, le premier. Le deuxième, c'est l'origine du produit, donc qu'on va développer aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est la valeur en douane. Donc il faut bien connaître la valeur en douane de votre produit. C'est-à-dire que si vous faites de l'export, il faut bien connaître la valeur en douane du produit que vous allez exporter. Et cette valeur en douane est déterminée par la valeur en sortie de territoire français ou de l'Union européenne. Donc elle comprend le prix que vous allez finalement facturer à votre client, c'est ça la valeur, plus éventuellement les frais de transport jusqu'à la frontière, jusqu'au moment où le bien va partir du port européen, du port français. Ces 3 éléments
l'espèce tarifaire qui est le code douanier, le SH code, l'origine et la valeur en douane sont essentiels à l'import-export. On va voir donc pour déterminer l'origine de votre produit, l'origine non préférentielle, il faut déjà que vous ayez en tête un certain nombre de questions, c'est-à-dire connaître le cycle de production de votre produit. Est-ce que le produit est uniquement fabriqué en France? Est-ce que vous importez des composants, des matières premières d'autres pays? Est-ce que la fabrication se fait uniquement en France ou une partie de la fabrication se fait à l'étranger? De même, est-ce que l'assemblage se fait en France ou à l'étranger? Donc, il faut bien connaître le cycle de production de votre produit. Ensuite, il faut connaître également le code SH de votre produit, donc les 6 premiers chiffres. Et enfin, il faut, dans l'idéal, connaître le prix des composants que vous allez intégrer à votre produit, au produit fini. Donc, le prix de chacun de ces composants et également le prix du produit fini. Une fois que vous allez, que votre produit va partir de votre usine, le prix de ce produit-là. Une fois que vous avez ces éléments et qu'on est dans le cadre d'échanges au sein de l'Union européenne, donc si vous voulez vendre par exemple sur le territoire français, ou bien si vous voulez vendre dans les pays membres de l'Union européenne, vous allez essayer de déterminer donc l'origine non préférentielle de votre produit. Le Code des douanes de l'Union européenne prévoit son article 60 paragraphe 1 que dès lors qu'une marchandise est entièrement obtenue dans un pays membre de l'Union européenne, elle est considérée comme originaire de ce pays. Typiquement, vous produisez du miel en France. Logiquement, ce produit, selon cet article-là, aura l'origine France. Il n'y a pas de doute. Demain, vous importez du fromage italien qui a été produit en Italie à 100%. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de doute. On est bien sûr de l'origine italienne. Ok. Et donc plus largement de l'origine UE. Donc ça pose pas tant de problèmes que ça. La difficulté va intervenir... Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, l'article 31 des actes délégués propose une liste de marchandises, donc là, qui sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays. Donc là, on a une présomption. Voilà, pour ces produits-là, comme les produits minéraux, les produits végétaux qui sont récoltés, les produits d'élevage, on n'a pas de doute s'ils ont l'origine de ce pays-là, dans lesquels ils sont produits, ou récoltés par exemple, élevés. Donc ça, c'est des présomptions. Mais là où ça se complique, c'est effectivement dès lors que plusieurs pays interviennent dans la fabrication du produit. Donc là, c'est l'article 60, paragraphe 2 du CDU. Je ne vous l'ai pas mis en entier, mais je vous ai mis les éléments essentiels de cet article. Le pays d'origine de la marchandise sera celui dans lequel aura lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, dès lors que cette modification est économiquement justifiée et effectuée dans une entreprise équipée à cet effet. Alors les deux derniers critères ne posent pas vraiment de problème. Ils sont facilement compréhensibles et déterminables. Le souci va se poser essentiellement pour le critère de la dernière transformation ou ouvraison substantielle. Qu'est-ce qu'on entend par dernière transformation ou ouvraison substantielle? Concrètement, ce cas peut se poser par exemple où vous fabriquez en France un manteau par exemple. Vous importez du textile, du tissu qui provient de Chine. Vous importez des boutons qui proviennent des États-Unis et une braguette par exemple, une tirette qui provient d'Australie. Vous fabriquez tout ça en France, donc vous importez l'ensemble de ces composants, de ces matières premières, vous créez un produit en France, un produit fini, par exemple un manteau. Quid de l'origine du produit? Est-ce qu'il a l'origine Chine? Est-ce qu'il a l'origine australienne, américaine ou française? Donc vous voyez le type de... j'ai pris l'exemple du textile, mais ça peut être avec les produits maintenant technologiques, les produits... un certain nombre de produits finalement qui sont issus de compositions de différents pays où cette question va se poser. Et donc là, on s'appuie sur le critère de la dernière transformation ou ouvraison substantielle. Finalement, concrètement, ce critère est composé de plusieurs sous-critères. On a le critère de la valeur ajoutée. Alors, par exemple, concrètement, ça va se passer comme ça. Je vous ai mis à la fin de la présentation qui vous sera transmise les règles où vous pouvez trouver les règles pour votre produit. Par exemple, on a donc plusieurs actes délégués, ce que je vous ai disais au tout début, dans lequel figurent ces règles d'origine.
Vous avez par exemple les actes délégués ou règlements d'exécution, je vous ai mis les liens. Vous cherchez dans un de ces actes le code douanier de votre produit fini, le SH code, et ensuite, suite à ce SH code, vous allez trouver la règle de transformation ou raison substantielle qui va s'appliquer à votre produit. Ces règles peuvent se décliner sous forme de 3 sous-règles, j'appellerai ça comme ça, qui sont le critère de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on entend valeur ajoutée en termes douaniers, c'est une fois que vous avez créé votre produit, que votre produit est fini, connaître le prix de ce produit fini et vérifier quelle est la valeur que vous avez apportée, que le dernier pays de production a apporté, donc on imagine que c'est la France, prenant en compte la recherche et le développement, prenant en compte la main-d'œuvre, l'assemblage que vous avez effectué, les nouveaux matériaux que vous avez incorporés. Vous prenez en compte l'ensemble de ces éléments, ce que vous avez transformé, vous calculez cette valeur par rapport à la valeur, finalement vous prenez en compte la valeur du produit fini, plus, et vous comparez avec la valeur de l'ensemble du prix des composants. Dans mon exemple du manteau, vous vérifiez combien ça vous a coûté le prix du tissu, combien ça vous a coûté le prix des boutons et le prix de la braguette, et combien finalement vous a coûté au final votre produit fini, avec votre implication en vous, avec votre incorporation de produits, avec votre assemblage, avec la main-d'œuvre que vous avez ajoutée dessus, ou bien la recherche et développement et le développement que vous avez que vous avez incorporé entre guillemets dans le produit. Vous comparez les deux. Et si le critère c'est la valeur ajoutée, par exemple, on estime souvent c'est 45% de la valeur ajoutée. Si votre production à vous a abouti à 45% de la valeur ajoutée, on peut considérer qu'il a l'origine France. Donc ça, c'est si c'est le critère de la valeur ajoutée. On a un deuxième critère qui peut apparaître, qui est le critère du changement de position tarifaire. Par exemple, on va estimer que votre produit change en raison de la transformation que vous effectuez dessus, sur le produit, il change carrément de code douanier. Ça arrive très souvent. Par exemple, vous importez un composant, je sais pas, un matériel électronique, vous en importez un autre, et en France, vous assemblez tout ça, vous incorporez d'autres produits, et le produit fini vous donne un téléphone portable, par exemple. Et bien ce téléphone portable aura un code douanier qui sera forcément différent des composants que vous avez importés, puisqu'il existe un code douanier spécifique pour le téléphone portable. Donc on voit bien là que les composants ont été importés en France, le produit a été modifié, a été assemblé, et au final, le produit fini a un code douanier, donc un SH code à 6 chiffres, qui est complètement différent de celui des composants. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement de position tarifaire. Donc ça peut être ce critère-là, ou ça peut être le critère de la confection, l'ouvraison complète, la confection complète. Ça, c'est vraiment propre au textile, et il y a des règles qui s'appliquent en termes de fibres, de fil que vous utilisez, etc. Donc en fait, pour vous, dans le cas des échanges intracommunautaires, ou si vous importez uniquement des produits provenant de pays membres de l'Union européenne, ou si vous exportez uniquement dans l'Union européenne, il faut se fier à ces deux articles-là, soit l'article 60 paragraphe 1 du CDU, du Code des douanes de l'Union, qui dispose que, à partir du moment où la fabrication a eu lieu dans un seul pays, on estime que c'est l'origine de ce pays-là qui s'applique. Par contre, si ça implique différents pays, en raison de l'importation, l'incorporation de différents composants ou matières premières, là, on va s'appuyer sur l'article 60, paragraphe 2, avec le critère de la dernière transformation ou raison substantielle. Donc, allez voir dans les liens que je vous ai mis à la fin des slides. Vous cherchez votre produit, en fonction du SH code, votre produit fini. Vous vérifiez la règle qui s'applique à votre produit. Ça peut être le critère de la valeur ajoutée, le changement de position tarifaire, ou bien l'ouvraison complète. Et donc, en fonction de cette règle, vous l'appliquez à votre produit, à votre cas d'espèce,
Et normalement, vous arrivez à déterminer l'origine non préférentielle de votre produit. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, notamment pour les produits innovants, les nouveaux produits, les objets connectés. Les règles peuvent être un petit peu particulières. Mais ça demande peut-être un peu de temps, mais c'est assez bien expliqué dans les actes de l'Union européenne. Maintenant, dans les échanges avec un pays tiers, les règles sont un peu différentes. Il faut savoir qu'au niveau international, on ne s'est pas encore harmonisé en termes de détermination des règles d'origine, contrairement aux pays membres de l'Union européenne, où là, effectivement, on a les actes délégués, le code des douanes de l'Union européenne, les règlements d'exécution. Dans le cadre des échanges avec un pays tiers, on va avoir l'article 61 du code des douanes de l'Union qui nous dit que la détermination de l'origine non préférentielle dépend des règles applicables dans le pays de destination. Demain, si vous exportez, par exemple, vers l'Uruguay, il faudrait vérifier quelles sont les règles d'origine applicables dans le pays, à condition que ce pays ait un corpus de règles d'origine, ce qui n'est pas forcément le cas. Si c'est le cas, il faut consulter les douanes étrangères et vérifier avec elles quelle est la règle qui s'applique. Il est fort possible que ce soit la même règle que la nôtre. Hein. Donc, le critère de la valeur ajoutée, ou bien le changement de position tarifaire, etc. Ou bien, si le pays de destination n'a pas de corpus de règles propres, on estime qu'on doit s'appuyer sur toute autre méthode permettant d'identifier le pays d'origine de la marchandise. Et généralement, c'est les règles que l'on connaît, nous, qu'on applique au sein de l'Union européenne, à savoir les règles que je vous ai dictées juste avant, donc l'article 60, paragraphe 1 du CDU et 60, paragraphe 2. L'origine préférentielle maintenant. Donc l'origine non préférentielle, celle qu'on a vue juste avant, c'est bien cette origine-là qui est nécessaire pour vous, pour le marquage Made in. Alors là, je reçois une question, donc si je vais vous répondre. Si les douanes nous donnent l'accord de mettre en mai... Alors il faut bien vérifier avec les douanes justement si ça vaut pour l'exportation, parce qu'on va voir que le Made in France, d'une part, c'est l'origine non préférentielle, basée sur les règles, européennes. Si on vous accorde le Made in France pour vendre sur le territoire français ou dans l'Union européenne, il n'y a pas de souci, là ça vaut. Pour l'exportation, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va voir si vous vendez déjà dans un pays avec lequel on a un accord de libre-échange, c'est essentiellement l'origine préférentielle qui va importer. Et l'origine préférentielle est distincte de l'origine non préférentielle. Parfois, les règles sont similaires, mais parfois, ça peut ne pas être le cas. Pour l'exportation, il faut voir avec les douanes si... ça dépend le périmètre que vous avez estimé. Si vous avez estimé, par exemple, que quand vous avez sollicité l'IMF, donc qui est l'information du Made in France auprès des douanes, si vous avez indiqué qu'effectivement vous vendez uniquement sur le territoire français ou européen, ils ont pu peut-être regarder ces règles au regard des règles européennes. Maintenant, généralement, les règles entre États ne varient pas énormément, quand bien même il y ait... États-Unis et Japon. Quand bien même il y ait des règles propres à chaque État, les règles varient très peu. Ça ne coûte rien de demander aux douanes si votre produit peut également être marqué Made in France pour être vendu aux États-Unis, d'autant qu'aux États-Unis, le Made in est quasiment obligatoire sur tous les produits. Donc ce serait bête de mettre le mauvais Made in. Mais les pays, généralement les pays occidentaux qui sont membres de l'Organisation mondiale des douanes ont des règles qui sont assez similaires. Donc il y a peu de chances que votre produit soit pas qualifié de Made in France également aux États-Unis. Voilà, à vérifier quand même. Ça coûte rien de demander aux douanes de vérifier simplement si pour l'export vers un pays tiers, votre produit peut également garder l'origine France, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas après, si vous avez des questions plus amples, vous pouvez me contacter. J'ai mis à la fin mes coordonnées, si vous voulez plus de détails. Sur l'origine préférentielle, alors là, ça va... Déjà, un produit n'a pas forcément une origine préférentielle, comparé à l'origine non préférentielle qu'on a vue auparavant. L'origine préférentielle, elle est facultative. Ici, elle va dépendre essentiellement des accords de libre-échange
que l'Union européenne a conclu avec un pays. On en a conclu une quarantaine. Je vous ai mis à la fin la liste des pays avec lesquels on a un accord de libre-échange. Typiquement, le Japon, on a un accord de libre-échange, le Canada, le Vietnam, il va entrer en vigueur certainement cette année, l'année prochaine, Singapour également. Enfin, on a une quarantaine d'accords avec certains pays tiers. Vérifiez d'une part si votre produit est concerné par cet accord. Donc dans l'accord commercial, vous avez la liste, encore une fois, le SH code, les 6 premiers chiffres, vous vérifiez si votre produit est concerné. S'il est concerné, généralement, il y a une réduction des droits de douane, voire une suppression totale. Sachez que en général, chaque accord de libre-échange, on a quand même 99% de lignes de produits qui sont concernées. Donc il y a de très fortes chances que votre produit soit concerné par l'accord. Cet accord, il vous confère à votre produit, on va se placer si vous êtes exportateur. Si demain vous exportez vers le Japon, si votre produit a l'origine France ou européenne, d'un point de vue des règles préférentielles, vous pouvez bénéficier de cette réduction des droits de douane. Donc là, on n'est plus sur les règles non préférentielles qu'on a vues auparavant, on est sur les règles préférentielles qui se trouvent dans chacun de ces accords. Donc chaque accord, donc par exemple, on va regarder le Japon et l'Union européenne se sont mis d'accord sur les règles qui seront applicables au produit pour déterminer son origine. Par exemple, ils reprennent souvent les mêmes critères, valeur ajoutée, changement de position tarifaire, ouvraison complète. Donc là, il faudra encore, j'imagine qu'en amont, vous êtes censé en tout cas avoir déterminé l'origine non préférentielle de votre produit, parce que chaque produit a une origine. Maintenant, si vous vendez à un pays avec lequel on est en accord, il faut vérifier dans cet accord si, selon les règles du protocole d'origine UE-Japon, par exemple, votre produit a l'origine préférentielle européenne. De même, à l'importation, si vous importez un produit japonais, vous pourrez bénéficier de l'exemption des droits de douane, donc vous n'allez payer aucun droit de douane, à condition que le produit a bien l'origine japonaise. Et pour ça, il faut vérifier, donc généralement là c'est votre exportateur japonais qui le vérifie, que selon les règles UE-Japon, son produit a bien l'origine japonaise. Une fois que vous avez déterminé l'origine préférentielle, donc vous comprenez bien que l'avantage de connaître l'origine préférentielle, c'est qu'effectivement quand vous allez exporter votre produit européen, d'origine européenne ou origine France, vers le Japon, le Canada, votre importateur sur place à destination, si le produit est concerné par l'accord, ne va pas payer de taux de droit de douane, ce qui vous rend quand même assez concurrentiel par rapport à des concurrents étrangers avec lesquels le Japon ou le Canada n'a pas conclu ce type d'accord. Et à l'importation, ça vous permet d'importer de la matière première ou des produits canadiens, japonais, sans payer de droit de douane. Donc, sur ce sujet, sur la détermination de l'origine, c'est pas un sujet facile. C'est assez complexe puisqu'effectivement, il faut aller vérifier dans chaque accord. Sachez que vous avez déjà un guide pour l'origine non préférentielle, que je vous ai mis ici, le lien. Un guide pour l'origine préférentielle également. Et vous avez ce qu'on appelle le RCO, c'est le renseignement tarifaire contraignant. En fait, vous pouvez solliciter les douanes françaises. Alors, c'est une procédure qui est assez longue. À ma connaissance, ils ont un délai qui peut aller jusqu'à 120 jours. Vous le sollicitez les douanes, vous leur donnez toute la documentation sur votre produit. Vous indiquez où vous souhaitez exporter. Et puis, eux vont vous déterminer, vont vous donner une information sur cette origine. Donc, ça engage les douanes quelque part. Ils s'engagent sur l'origine de votre produit. C'est eux qui ont déterminé l'origine de votre produit. Donc, il y a des gens auprès des douanes qui font ça toute la journée, qui déterminent l'origine. Vous avez la même chose sur le code douanier de votre produit. Donc, le SH code qui s'appelle, c'est pas le RCO, mais c'est le RTC, le renseignement tarifaire contraignant, le RTC. Ou pareil, vous pouvez solliciter les douanes pour qu'ils vous donnent une information sur votre produit, sur votre code douanier de votre produit. En fait, ces deux cas, je conseille aux entreprises de solliciter la douane sur ces deux sujets, puisque quelque part, ça engage la douane aussi sur l'origine de votre produit et sur le code douanier de votre produit. Donc, ils vous donnent une information et ils s'engagent à ce que ce soit la bonne. Voilà. Alors, ensuite, sur le marquage de l'origine.
Donc là, le Made in, on revient sur les règles d'origine non préférentielle, donc sur la nationalité de la marchandise. Il faut tout d'abord faire une distinction du Made in avec... on voit souvent que les entreprises parfois confondent le Made in France, par exemple, Made in UE, avec le marquage CE, vous savez, que vous apposez sur votre produit. Alors ce marquage, il est nécessaire pour vendre dans l'Union européenne, essentiellement. Il est nécessaire notamment pour prouver que votre produit répond aux normes de sécurité établies par l'Union européenne. Les dispositifs médicaux, les jouets, voilà, ça concerne un certain nombre de produits. Le Made in, c'est pas la même chose. Le Made in, c'est plutôt un atout commercial, d'une part, puisque ça informe le consommateur de l'origine du produit, et puis ça attire aussi le consommateur. Donc là, on est sur toute autre chose. Les labels privés également, pas confondre les labels privés. Alors ce sont des associations privées de professionnels généralement qui octroient des labels, qui donnent des labels à des entreprises. Parfois c'est un label par entreprise ou par produit, en fonction d'un cahier des charges très précis qui prévoit des règles qui ne sont pas forcément les règles d'origine non préférentielle auxquelles doit répondre l'entreprise pour obtenir le Made in France. Enfin, le produit pour obtenir le Made in France. Donc les labels privés ont leurs propres règles. Donc, vous avez par exemple France Terre Textile, par exemple, pour les textiles, qui prévoit des règles particulières. Vous avez un label qui se développe beaucoup, le Fabriqué in Paris, qui en fait est un label qui est accordé selon des règles particulières. Si votre produit, c'est la dernière production que vous faites du produit se fait à Paris et que la majorité de la valeur ajoutée a été faite à Paris. Voilà, vous avez des règles un peu particulières, mais là on est sur des choses qui sont très divergentes du Made in. Le Made in, c'est vraiment un marquage qui est facultatif d'une part sur votre produit, qui n'est pas obligatoire sauf pour certains produits. Il est facultatif, vous allez marquer votre produit Made in France quand vous êtes certain que l'origine non préférentielle de votre produit est bien l'origine France. Si l'origine est Union européenne, parce que voilà, enfin vous pouvez mettre une origine Union européenne, c'est-à-dire que par exemple, on voit que sur certains pays, des exportateurs exportent avec le Made in UE. Voilà, ils n'essayent pas de chercher jusqu'à quel point l'origine elle est France, puisque quand vous exportez, ce qui compte c'est surtout l'origine de l'union douanière, donc l'origine UE par exemple. Sachez que par exemple la Corée du Sud, eux, exigent plutôt le Made in France. Ils veulent le pays, ils ne veulent pas l'union douanière. Quand vous exportez sur certains pays, je pense notamment à la Chine ou aux États-Unis, effectivement, quasiment tout le temps, le Made in est exigé. Hein. Le Made in France, le Made in Italie, le Made in UE est exigé du produit. Déjà, ça informe le consommateur, d'où l'importance de ne pas se tromper sur le marquage et de ne pas se tromper sur l'origine de votre produit, d'être sûr que le produit a la bonne origine, puisque si vous mettez du Made in France et qu'en fait c'est du Made in Italie ou Made in China, vous êtes trompé. Donc là, le souci, c'est qu'on peut considérer que vous avez mis en place une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, ce qui est condamnable. C'est également sanctionnable sur le plan pénal, donc faites attention. Et également, d'un point de vue douanier, également, c'est condamnable, puisque si à la douane, on se rend compte que vous avez mis la mauvaise origine du produit, on va considérer que vous avez peut-être volontairement fraudé à l'origine pour bénéficier d'un traitement préférentiel, par exemple. Dans ce cas-là, la marchandise va être immobilisée, donc ça vous contraint à dépenser des frais de stockage, et il y a une amende qui risque également de vous être présentée. Donc faites attention sur le Made in. Sachez qu'également, les douanes proposent une procédure qui s'appelle IMF, qui est l'information sur Made in France, où vous pouvez donner l'ensemble des éléments sur votre produit, et la douane vous accorde, ou en tout cas vous autorise à poser le Made in France. C'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est une sûreté pour vous. Vous êtes comme ça, vous êtes sûr, vous avez l'aval des douanes sur le Made in. Voilà, sur la preuve de l'origine,
Alors par exemple, juste l'origine non préférentielle à l'importation, quand vous importez des biens, des produits, des matières premières, des composants de pays tiers à l'Union européenne, généralement, l'Union européenne n'exige pas un certificat d'origine à l'importation. À l'exportation, par contre, c'est différent. Si demain vous exportez dans un pays avec lequel on n'a pas d'accord de libre-échange, donc en dehors de la quarantaine de pays avec lesquels on a un accord, il faudra produire ce qu'on appelle, enfin certains pays en tout cas, pas tous les pays, mais certains pays, je pense notamment aux pays du Moyen-Orient, exigent un certificat d'origine que vous vous procurez auprès des CCI. Et les exigences peuvent varier sur ce certificat en fonction du pays. Par exemple, parfois les pays d'Amérique du Sud exigent l'apostille du certificat d'origine. Les pays du Moyen-Orient exigent souvent l'origine non pas UE, mais de chacun des pays. Donc c'est-à-dire que vous devez produire un certificat d'origine par pays membre de l'Union européenne, ce qui est assez complexe et contraignant puisque c'est des coûts. C'est un coût de produire un certificat d'origine. Les pays aussi du Moyen-Orient imposent par exemple la légalisation du certificat d'origine par la Chambre de commerce et d'industrie, par le consulat, par la Chambre franco-arabe ou éventuellement par le ministère des Affaires étrangères. Donc ça, ce sont des coûts qui s'accumulent, que vous, derrière, vous refacturez certainement à votre importateur, mais qu'il faut prendre en compte également. Votre marchandise en douane, par exemple au Qatar, peut être bloquée parce que le certificat d'origine n'a pas été légalisé par le bon organisme. Voilà pour le certificat d'origine, pour la légalisation. Maintenant, sur l'origine préférentielle, ce qui vous permet d'avoir un traitement préférentiel de la marchandise en vertu des accords de libre-échange, on a diverses preuves de l'origine préférentielle. Donc, quand vous importez un produit, par exemple, de pays avec lesquels on a des accords SPG, système préférent généralisé, c'est notamment les pays africains. Quand vous importez de la matière première, par exemple, de ces pays-là, vous devez fournir ce qu'on appelle un forme A. En fait, ça vous permet de ne pas payer des droits de douane à l'importation. Pourquoi ces échanges avec les pays africains? L'idée, c'était aussi de participer au développement de ces pays en leur permettant d'exporter de la matière première vers les pays membres de l'Union européenne, sans que nous, importateurs européens, payons des droits de douane, ce qui les rend, eux, plus compétitifs, et donc ce qui incite l'importateur européen à se fournir auprès de ces pays-là, et donc de participer à l'accroissement des échanges et donc du commerce également dans ces pays. À l'exportation cette fois-ci, quand vous exportez vers un pays avec lequel on a un accord de libre-échange, que votre produit a bien l'origine préférentielle UE, pour que votre importateur à destination ne paye pas des droits de douane, vous devez fournir ce qu'on appelle un certificat EUR1. C'est un certificat que vous remplissez, que vous achetez, que vous remplissez, que vous visez, que la douane de sortie, du bureau de douane de sortie européen vise. Il estime que, à première vue, votre produit remplit les règles d'origine préférentielle. Il fait un rapide test, un contrôle. Par contre, s'il voit qu'il y a un doute, il peut mobiliser la marchandise, le temps de vérifier l'origine du produit. En tout cas, ce document permet à destination, à votre importateur, de ne pas payer des droits de douane. Sur EURMED, c'est dans le cadre d'échanges bilatéraux ou avec d'autres pays. Bon, c'est un peu plus complexe. Sur l'ATR, c'est un document qui est exigé, un peu particulier parce qu'il est exigé uniquement avec la Turquie. Donc voilà, sachez que si vous faites des échanges avec la Turquie, on peut avoir le UR1, mais on a surtout l'ATR, en fonction du type de produit. Et la déclaration sur facture, sachez que effectivement, se procurer un EUR1, ça peut avoir un coût parce qu'il faut le payer. Si vous facturez en deçà de 6 000 €, par exemple, si on a par exemple un accord avec le Mexique, la règle c'est le UR1. Si vous facturez en dessous de 6 000 €, vous n'êtes pas obligé de produire ce certificat UR1. Vous pouvez simplement faire une attestation sur la facture commerciale, par exemple. Vous attestez, c'est une autocertification de l'origine. Vous attestez que que le produit a bien l'origine UE.
pour bénéficier, origine préférentielle UE, pour bénéficier de l'accord avec le Mexique. Par contre, si ça dépasse 6 000 €, vous êtes obligé de passer sur l'EUR1. Sauf si vous avez le statut d'exportateur agréé. Le statut d'exportateur agréé, c'est le EA que vous procurez auprès des douanes françaises. Vous pouvez obtenir ce statut. On va le voir un petit peu plus loin. Enfin, on va le voir là tout de suite même. Le statut d'exportateur agréé, c'est un statut qui vous permet... c'est à condition que vous exportez beaucoup sur le pays avec lequel on a un accord. Par exemple, si vous avez beaucoup d'expéditions vers le Mexique, si vous avez un certain nombre de flux, si vous procurez aussi aux douanes les moyens de contrôler votre origine de votre produit, donc de la documentation, etc. Et si vous obtenez un agrément des douanes, vous pouvez obtenir ce statut d'exportateur agréé. C'est bien parce que les douanes, en vous délivrant ce statut, elles vous confirment que votre produit a bien l'origine préférentielle UE-Mexique, enfin UE en tout cas, pour échanger au Mexique par exemple. Et ça vous permet en fait de passer outre le UR1 et de faire uniquement des attestations sur facture. Donc dès lors que vous exportez sur le Mexique, vous produisez une facture commerciale forcément, et sur la facture, vous attestez vous-même de l'origine UE de votre produit. Et ça pour tous les pays avec lesquels on a des accords. Par exemple, sur la Corée du Sud également, vous produisez une attestation, une déclaration sur facture, et au-delà de 6 000 €, vous êtes obligé d'indiquer votre numéro d'exportateur agréé. Puisqu'effectivement, au-delà de 6 000 €, vous êtes obligé d'être exportateur agréé pour pouvoir faire ce qu'on appelle des DOF, des déclarations sur facture. Sur l'exportateur enregistré, les nouveaux accords ont pour idée d'abandonner le UR1 et de remplacer la preuve de l'origine par une attestation d'origine. Donc c'est moins coûteux pour l'entreprise, ça facilite la preuve d'origine. On a retrouvé ces mécanismes sur les 2 derniers accords qui sont entrés en vigueur. Donc l'accord avec le Canada qui est entré en vigueur en 2017 et l'accord avec le Japon qui est entré en vigueur le 1er février 2019, donc tout récemment, et certainement avec l'accord avec le Vietnam et le Singapour qui ne vont pas tarder à entrer en vigueur. Ce mécanisme, donc on abandonne les EUR1. L'idée c'est d'autonomiser l'exportateur, et l'exportateur va produire ce qu'on appelle la DOF, c'est un peu une DOF, c'est une attestation d'origine plutôt. Il y a un modèle dans chaque accord, dans l'accord Canada et l'accord Japon, vous avez un modèle d'attestation. C'est simplement une attestation à remplir, c'est un peu comme une déclaration sur l'honneur. En dessous de 6 000 €, le principe c'est le même, vous remplissez sans obtenir de statut particulier. Par contre, quand vous dépassez les 6 000 €, on parle de statut de système REX et de statut d'exportateur enregistré. Donc il faut obtenir un nouveau numéro. Là, on n'est plus dans l'exportateur agréé. Pour les nouveaux accords, vous mettez de côté l'exportateur agréé. On est sur de l'exportateur enregistré. Donc il faut vous procurer un numéro que vous devrez inscrire sur l'attestation dès lors que vous dépassez les 6 000 €. Donc voilà sur la preuve. Donc on en termine avec la preuve et puis des liens et textes utiles. Donc là, l'annexe 22.01 des actes délégués et le tableau des règles. Dans ces 2 tableaux-là, vous trouverez normalement le code donné de votre produit pour déterminer l'origine non préférentielle, qui va vous aider à savoir si vous pouvez faire du Made in France, Made in Italy, Made in UE. Si vous ne le trouvez pas dans dans le premier lien, votre produit, c'est qu'il se trouve certainement dans le deuxième. Voilà, vous cherchez en fonction du code douanier la règle qui s'applique à votre produit, ce qu'on disait, donc transformation, la règle de la transformation ou pression substantielle, avec le critère de la valeur ajoutée, le changement de position tarifaire. Vous vérifiez et là vous aurez normalement les éléments pour vous permettre de déterminer vous-même l'origine de votre produit. Ensuite, la liste des accords préférentiels. Donc quand vous avez, c'est sur le site de la douane finalement, donc quand vous avez la liste de ces accords, vous avez également les protocoles d'origine qui sont annexés, où vous pouvez vérifier quelle est l'origine, les règles d'origine préférentielle de votre produit. Et si c'est le cas, si votre produit entre bien dans cette catégorie, il a bien l'origine UE, vous devez produire ce qu'on a vu précédemment, le UR1 ou bien l'attestation d'origine. Et enfin, je vous ai mis le lien du site exportateur.com qui est un produit de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France que j'alimente
Donc c'est un abonnement payant au coût de 165 € hors taxe par an, qui vous permet d'avoir une veille quotidienne en fait sur les pays de destination, sur la réglementation export du pays de destination. Vous avez 175 fiches pays sur lesquelles vous allez retrouver les documents douaniers dont vous avez besoin, les éléments qu'on a vu avant, le certificat d'origine, est-ce qu'il doit être légalisé ou pas, est-ce qu'il est exigé ou pas, c'est le cas par exemple avec les pays du Moyen-Orient. Voilà, les éléments indiqués sur votre facture, l'existence de certificats particuliers si vous produisez des produits d'origine animale ou végétale. Donc voilà, et puis ça vous permet aussi d'avoir une assistance juridique en ligne, c'est-à-dire que si vous avez une question douanière qui se pose, fiscale ou contractuelle, vous pouvez nous écrire, c'est dans le cadre de votre abonnement, et nous on répond à vos questions. Et j'ai mis à la fin mon contact si vous avez des questions. Effectivement, c'est un sujet qui est assez complexe, l'origine du produit. Ce qu'on a vu, il y a 2 origines différentes, la non préférentielle qui est obligatoire pour un produit et la préférentielle qui est facultative en fonction des accords de libre-échange. Les deux origines finalement ne produisent pas le même impact pour vous. Dans l'origine non préférentielle, on voit bien que c'est essentiellement pour apposer le marquage Made in. Et le marquage Made in, c'est un impact plutôt commercial. Ça attire les clients, ça informe le consommateur. Sur l'origine préférentielle, on est vraiment sur le bénéfice d'un traitement préférentiel de la marchandise. Donc là, on est plus sur le financier puisque ça va vous permettre de vendre à moindre coût. Votre importateur ne payera pas les droits de douane. Et inversement, si vous importez, ça vous permet d'importer des produits à moindre coût puisque c'est vous là qui va vous être exonéré de droits de douane. Donc on est sur finalement des thématiques un peu différentes, mais qui au final a pour objectif commun d'accroître votre développement à l'international, de vous rendre plus concurrentiel. Donc, je le disais, c'est un sujet assez complexe, donc si vous avez besoin de revenir sur des notions, si je suis passée un peu vite sur des notions, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer un email, et puis de toute façon, la présentation vous sera envoyée, et voilà, vous aurez les liens utiles, je l'espère, pour la détermination de l'origine de vos produits. Et je vous remercie d'avoir été présent ce matin, et n'hésitez pas si vous avez des questions.